Donc ce webinaire, il est bien destiné à tous les professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux qui utilisent ou souhaitent utiliser Via Trajectoire grand âge. Du coup, c'est bien, sur le module grand âge qu'on va travailler aujourd'hui. Les objectifs du coup de ce webinaire, ça va être de maîtriser donc, toutes les fonctionnalités, de Via Trajectoire grand âge, donc connaître, le fonctionnement de ce module, comprendre et suivre le parcours d'un usager, sur Via Trajectoire, savoir apporter une réponse à une demande que vous avez reçue et connaître les différentes étapes de création d'un dossier via l'espace particulier. On va voir comment ça se passe côté particulier, si on a le temps. Je n'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'on va être ensemble pour, 1 heure et demie. Normalement, on aura le temps, voilà, pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de la démarche, du particulier. Là, on vous a mis un petit sommaire, et vous pouvez retrouver les pages directement en cliquant sur les liens ici. Donc voilà, je ne vais pas trop m'étendre puisque de toute façon, on va voir les parties juste après. Pour vous présenter, du coup, l'outil Via Trajectoire, plus largement et puis ensuite le module grand âge. Donc Via Trajectoire, qu'est-ce que c'est? C'est un outil national d'aide à l'orientation. C'est un site web sécurisé et unique, pour toute la France et surtout, il regroupe des annuaires finalement, qui sont accessibles au grand public. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin d'avoir un compte et de me connecter sur Via Trajectoire pour avoir, accès aux annuaires et donc voir des numéros de téléphone que vous avez renseignés, des adresses mail, les descriptifs de comment accéder, du coup, à la résidence, les livrets d'accueil si vous en avez mis et cetera. Donc pas besoin, de me connecter, d'avoir un compte, c'est, en libre accès. Et il y a 4 modules, d'orientation dans Via Trajectoire, seulement 3 qui sont déployés pour le moment, en Pays de la Loire. Donc on a le module sanitaire, qui sert à initier et suivre des demandes d'admission en soins de suite et de réadaptation, HAD, unité de soins palliatifs et cetera. Donc ça, c'est déployé. TND, c'est pas déployé, donc je vais pas en parler. Grand âge, c'est celui, pour lequel on est intéressé, aujourd'hui. Donc là, ça va être initier, suivre des demandes d'admission, en établissement d'hébergement pour personnes âgées, que ce soit EHPAD, résidence autonomie ou USLD. Et puis du coup, côté receveur, recevoir et répondre à ces demandes. Et pour le handicap, qui est également, déployé, ça va être gérer, et suivre des demandes vers des établissements et des services médico-sociaux pour les personnes qui sont en situation de handicap et donc recevoir et répondre à ces demandes-là, lorsqu'on est un receveur également, mais côté handicap. Donc voilà, 4 modules, disponibles, mais 3 qui sont déployés en Pays de la Loire. Et en ce qui concerne le module grand âge, donc là, on est vraiment sur un outil d'aide à l'orientation pour l'inscription et l'admission en établissement d'hébergement, pour les personnes âgées. Donc 3 objectifs: améliorer, la lisibilité de l'offre d'hébergement qui est présente, sur le territoire des Pays de la Loire grâce à du coup à cet annuaire qui est dédié et il y a un moteur de recherche, hein, qu'on verra si on a le temps, dans la partie annuaire, juste à la fin, mais un moteur de recherche qui est multicritère. Simplifier également la démarche d'inscription en établissement d'hébergement, grâce à ce, formulaire de demande d'admission qui est, dématérialisé. Mais c'est ni plus ni moins que le CERFA, papier, hein, qui existait avant et alimenter, un observatoire, du parcours. Donc le Via Trajectoire, il faut avoir en tête que c'est vraiment un outil de pilotage également, pour les tutelles, pour l'ARS, pour le CD. Voilà, qui peuvent, aller, chercher des informations dans cet outil, sortir des statistiques, et cetera. Alors petite information sur le déploiement, on est actuellement donc, à un déploiement de 100 en Pays de la Loire. Donc ça a commencé en 2015 avec la Vendée, puis ça s'est achevé, là cette année avec, la Loire-Atlantique. Ici, je vous ai mis une petite carte, finalement, normalement toute la France à terme va utiliser Via Trajectoire grand âge et donc là, on voit qu'on a, la Bretagne qui est encore en gris, qui résiste, mais le déploiement est en cours, côté, région, Bretagne. Ça y est, ils vont se lancer sur Via Trajectoire grand âge. Donc, à terme, voilà, toute la France finalement va utiliser, enfin tous les départements devront utiliser et utiliseront la trajectoire grand âge. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général sur la trajectoire?
Et oui, je vois que Lucie a bien indiqué qu'il ne faut pas hésiter à utiliser la conversation pour poser des questions. On est 2 aujourd'hui, donc profitez-en. Moi, je vais m'arrêter de temps en temps pour savoir si vous avez des questions, mais si, ça vous vient au fur et à mesure, bah, il ne faut pas hésiter à écrire dans la conversation. Alors, en ce qui concerne du coup les fonctionnalités, générales, donc là, on va plutôt, regarder comment se connecter, regarder son compte, si on peut modifier des informations et cetera. Donc pour vous connecter à l'espace professionnel en établissement, il faut taper, là, soit vous passez directement par le lien qu'on a mis ici, soit dans un moteur de recherche, vous tapez via trajectoire et donc là, il faut bien atterrir sur ce site-là. Hem, pour vous connecter du coup, soit c'est tout nouveau, vous pouvez vous connecter, vous identifier par carte CPX. Donc si vous avez une CPE, une CPA, si votre médecin, coordinateur a une CPS, bah, peut s'identifier par carte. Mais ce qui est, le plus commun, hein, c'est de s'identifier par nom d'utilisateur et mot de passe. On vous a mis une petite note ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu une nouvelle version, en septembre, donc la 9.1, où là, ça vous indique que, bientôt, il sera impossible de créer, 2 comptes différents avec une même adresse mail. Pour le moment, c'est pas bloquant, mais ça va bientôt l'être. Effectivement, on va avoir, sur Via Trajectoire, finalement, un processus large de sécurisation, des données, qui sont quand même à caractère, bah, sensible, hein, dans Via Trajectoire et donc on va renforcer, les accès et donc effectivement, à horizon, 2024-2025, il faudra se connecter, par double authentification. Donc c'est-à-dire si vous vous connectez par nom d'utilisateur, mot de passe, ça va vous demander un autre code, donc un code OTP que vous recevrez soit par mail, soit par SMS, pour vérifier, votre identification. Donc voilà, on n'y est pas encore, mais on prépare un petit peu le terrain et donc c'est pour ça qu'il ne sera plus possible de partager une adresse mail qui est commune. Donc il sera plus possible de créer 2 comptes, différents avec une même adresse mail. Voilà, mais on n'y est pas encore, mais ça arrive. Une fois qu'on est connecté et qu'on veut avoir, accès, du coup aux informations de son compte, donc on peut aller dans administration, juste ici. On clique sur mon compte et donc là j'ai, toutes les informations, de mon compte. Donc j'ai mes informations personnelles, j'ai l'historique des modifications qui ont été faites sur mon compte. Si par exemple j'avais bloqué mon compte, parce que attention, un compte, se bloque au bout de 5 tentatives, erronées de mot de passe. Donc j'essaye 5 fois un mot de passe, c'est pas le bon et là mon compte se bloque. Donc il faut que mon référent puisse me débloquer mon compte. Donc ça, c'est des choses qu'on peut tracer, hein, dans l'historique des modifications ou si j'ai modifié mon mot de passe et cetera et on voit ici les habilitations, du compte. En ce qui concerne les informations personnelles, on peut tout modifier sauf son nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, il est, unique, il n'y aura pas 2 noms d'utilisateurs pareils. Il est unique, nominatif et vous le gardez tout au long de votre vie, de votre carrière en tout cas. Ça, on y reviendra, juste après, mais effectivement, c'est la seule chose qui n'est pas modifiable. Sinon, on peut modifier son nom, son prénom, son email, son téléphone et cetera, son mot de passe, sa profession. L'historique des actions, j'en ai parlé et puis là, les habilitations, donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut, voir la validité, de ces habilitations, hem, sur quel établissement et puis les droits qui sont associés. On a la possibilité aussi de cocher, décocher la réception des alertes mail. Voilà, si vous souhaitez, recevoir les alertes mail, il faut bien penser à cocher ici, cette petite, case. Alors donc ça, c'était pour accéder à vos informations. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Via Trajectoire, on distingue 2 types d'habilitations. On va avoir des habilitations qui vont nous donner accès, au tableau de bord. Donc là, je vais pouvoir, gérer, les demandes que je reçois dans Via Trajectoire et on a des habilitations qui donnent accès à la gestion des habilitations des collaborateurs. Donc on appelle ça des référents. Les référents, c'est un peu des, super utilisateurs de Via Trajectoire. Ils connaissent, bien l'outil normalement.
Et puis surtout qu'ils ont un petit peu plus du coup de missions. Donc, ils ont comme mission mettre à jour les données de la fiche établissement, numéro de téléphone, adresse mail, descriptif, etc. Ils ont comme mission de créer et gérer les comptes utilisateurs et les habilitations pour leurs collaborateurs, de résoudre également les problèmes qui sont liés à l'utilisation de Via Trajectoire. Et si vraiment voilà, c'est quelque chose qui dépasse un petit peu leurs compétences, de nous transmettre ou de transmettre plutôt à l'assistante régionale les difficultés rencontrées. Nous, on s'appuie beaucoup sur les référents également pour diffuser les informations donc là, il y a une petite coquille, mais les informations du coup de Via Trajectoire quand il y a des montées de version, par exemple. En fait, il y a 10 000 utilisateurs de Via Trajectoire en Pays de la Loire, donc on ne peut pas communiquer auprès des 10 000 personnes. Donc on va vraiment s'appuyer sur les référents et ensuite les référents doivent transmettre l'information euh, à leurs collaborateurs. Donc j'imagine que si vous êtes présent à cette formation, c'est que vous avez reçu l'information ou que vous êtes vous-même référent. Parce qu'effectivement, les programmes de formation, pareil, on les diffuse auprès des utilisateurs. Les référents, effectivement, ils ont en responsabilité la gestion des comptes utilisateurs et des habilitations. Donc, ouvrir des droits, fermer des droits. Attention, c'est important également de supprimer les droits des personnes lorsqu'elles ne font plus partie de l'établissement. Et nous, on préconise qu'il y ait au moins 2 référents par structure. On ne limite pas, hein, mais au moins 2, parce qu'on ne peut pas s'auto-habiliter dans l'outil. Donc, quand on est tout seul, bah, en fait, on peut gérer les autres collaborateurs, mais nous, on ne peut rien faire sur notre propre compte, hein, sinon ce serait trop facile, on s'habiliterait sur tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, ça peut poser des problèmes quand on est tout seul. Donc, être au moins 2 pour être autonome dans la gestion. Parce que comme je vous le disais, il y a 10 000 utilisateurs sur Via Trajectoire et nous, on ne peut pas s'occuper des 10 000 comptes pour supprimer, ajouter des habilitations. On n'est que 4. Donc voilà, il faut bien avoir en tête d'avoir au moins 2 référents sur la structure. J'en profite pour dire qu'on a une formation référent jeudi qui arrive. Donc voilà, s'il y a des intéressés, il ne faut pas hésiter. Et dans tous les cas, on a fait des tutoriels vidéo pour savoir comment habiliter une personne, etc. Donc voilà, il y a de la ressource documentaire. Mais référent, c'est un rôle qui est important. Quand on ne sait pas qui est son référent, donc là, vous êtes sur des EHPAD, donc je pense que vous devez un petit peu savoir, mais quand on est sur une grosse structure ou alors un EHPAD qui est géré, par exemple, qui est rattaché par un CH et qu'on ne sait pas trop à qui s'adresser, pour renouveler les habilitations, par exemple, ou prolonger les droits, on va dans Administration, Mon compte. Et donc là, on voit en fonction de l'habilitation sur laquelle on souhaite soit prolonger les droits ou enfin voilà, avoir une action dessus, on va regarder cette habilitation-là et au niveau des référents, on a un petit bouton où il y a écrit Voir, on clique dessus et donc là, vous voyez qui sont les référents sur, bon bah là c'est l'IME Les Trois Moulins, mais on voit qui sont les référents et leur mail. Donc je peux leur écrire directement un mail. Voilà, pour leur indiquer que je souhaite prolonger mes droits parce qu'ils arrivent à échéance. Et du coup, il faut absolument que mes droits soient prolongés, par exemple. Ou si j'ai un souci d'utilisation, je les contacte également. Je vois qu'il y avait une question dans le chat. Mmh. Alors effectivement, il y a de la ressource documentaire sur Via Trajectoire. C'est possible de la trouver, mais elle n'est pas vraiment à jour. Il vaut mieux passer par notre site. On vous a mis tous les liens. Donc là, je vois que Lucie les met directement dans le chat, mais ils sont également sur notre support. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à son compte, son référent? Faut pas hésiter, parce que là, on va rentrer du coup dans l'autre partie qui est comment gérer son tableau de bord. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc si vous avez des questions sur les référents, il ne faut pas hésiter. Et peut-être que j'en profite avant que je vois que Lucie essaye de mettre un autre lien, mais on a beaucoup d'habilitations
qui se finissait, hier, le 13 novembre. Je ne sais pas si vous avez été impactés, mais effectivement, beaucoup d'habilitations qui se finissaient le 13 novembre. Donc, bon, bah, faut pas hésiter, à nous contacter s'il y a plus personne sur la structure qui peut accéder, pour que nous, on puisse vous réhabiliter. Ça arrive des fois. On a eu une grosse vague, d'habilitation qui se finissait le 13 novembre. Bon, s'il y a pas de questions, on va partir du coup sur, le circuit de la demande. Donc là, on va vraiment rentrer dans l'utilisation, technique de via trajectoire du module grand H. Alors, il y a plusieurs utilisateurs, du module grand H. Donc il y a les usagers ou les aidants qui, eux, vont, renseigner le volet administratif, envoyer les demandes une fois que le dossier il est complet. On a également les relais gérontologiques, les CLIC, les DAC, les centres autonomie, qui, utilisent également, hein, le module, grand âge. Et donc là, ils vont accompagner l'usager dans sa demande. Ils vont être référents, finalement, de ce dossier et pouvoir avoir des actions dessus. On a le médecin traitant également, qui lui va compléter et valider à la fois le volet médical et le volet autonomie. On a l'équipe de soins qui peut modifier le dossier, en cas d'hospitalisation et qui peut créer une demande, grand âge à partir d'une demande sanitaire. Et on a vous, du coup, les établissements receveurs, donc EHPAD, résidence autonomie, USLD. Vous recevez et vous répondez aux demandes et vous gérez vos listes d'attente et vos listes d'admission dans l'outil directement. Alors, en ce qui concerne le circuit de la demande, donc on a 2 circuits, possibles. On a, celui depuis le domicile. Donc là, on vous a mis un petit peu on a Marceline qui va nous suivre un petit peu, au cours de cette formation. Donc là, Marceline et son entourage, bah, ils vont créer un dossier, via trajectoire dans l'espace particulier. Ça, on le verra à la fin. Ils vont compléter du coup le volet administratif. Ensuite, ils vont désigner le médecin traitant de Marceline et ils vont prendre rendez-vous. Heu, Ils vont prendre rendez-vous pour une consultation, pour que, le médecin il complète le volet médical et le volet autonomie pendant la consultation. Ensuite, Marceline et son entourage, donc ils vont, rechercher des établissements d'hébergement qui correspondent à leurs besoins une fois que leur dossier il est complet. Ils vont envoyer le dossier aux établissements sélectionnés et ensuite ils vont s'assurer, du suivi et des échanges, avec les établissements. Donc ça, c'est, le circuit, de la demande depuis le domicile. Là, on vous a rajouté une petite ampoule. En fait, c'est possible pour Marceline et son entourage de se faire accompagner par un aidant professionnel. Donc, CLIC, DAC, et cetera. Et donc là, ensuite, on a le circuit de la demande via l'équipe de soins. Donc, par exemple, suite à une hospitalisation, l'équipe de soins, elle peut être amenée à envoyer des demandes. C'est possible également. Donc, soit le dossier grand âge, il n'existe pas. Heu, voilà, Marceline, elle avait pas du tout ouvert, de dossier encore, mais suite à une chute, par exemple, bah, voilà, l'hôpital peut prendre, elle a été hospitalisée, puis là, l'hôpital peut prendre le relais. Donc ils vont en créer un dossier en accord avec l'usager ou son représentant. Ils vont compléter le volet médical et le volet autonomie et ils vont envoyer, le dossier aux établissements sélectionnés, puis s'assurer du suivi, voilà. L'assistante sociale, elle peut s'assurer du suivi également avec les établissements. L'usager, enfin le particulier, Marceline, elle aura accès à son dossier, également parce que l'équipe de soins, elle va pouvoir, transmettre, le dossier à la personne. Ou alors le dossier grand âge, bah, il existait déjà et donc là l'équipe de soins va pouvoir accéder au dossier avec l'accord de l'usager, ou de son représentant, mettre à jour du coup le volet médical et l'autonomie avec ce qui s'est passé, suite à l'hospitalisation et puis, bah, voilà, envoyer le dossier aux établissements sélectionnés, s'assurer du suivi et cetera. Le médecin traitant, il est toujours informé, hein, de ce qui se passe parce qu'on le désigne comme médecin traitant, donc voilà, donc il est au courant et à tout moment, hein, l'usager, lui, il aura toujours la main, l'usager aura toujours la main sur son dossier. Il pourra compléter des éléments, administratifs, et envoyer des demandes, également. Donc ça, c'était pour, qui, était utilisateur de Via Trajectoire et les circuits un petit peu qu'on retrouve, de la demande et donc là, on va passer sur la gestion, du tableau de bord.
Donc là, c'est vraiment comprendre son tableau de bord et puis savoir comment répondre aux demandes que vous avez reçues directement. Alors, en ce qui concerne la gestion des demandes, on va faire un petit peu le circuit de comment ça se passe. Donc, il y a un envoi d'une demande d'admission. Donc, vous allez recevoir, juste ici. Donc là, je vous ai mis les statuts qu'on peut voir directement dans le tableau de bord. Donc ici, on a une demande qui a été envoyée et qui est en attente de réponse. Lorsque vous ouvrez cette demande, on voit le petit œil. Ça veut dire que la demande a été lue, enfin elle a été ouverte du moins. Et donc, suite à cette ouverture de demande, peut y avoir plusieurs choses qui se passent. Soit on met cette demande en liste d'attente, soit on refuse cette demande, ou alors on peut proposer une admission. Suite à la proposition d'admission, il se passe plusieurs choses. L'admission, elle a été acceptée côté demandeur. À tout moment, vous pouvez réévaluer la demande hein, à ce stade-là. Et donc, lorsque l'admission que vous avez proposée a été acceptée, on peut prononcer une admission effective. Donc, ça veut dire que la personne, elle est bien rentrée dans votre établissement. Vous l'accueillez bien. Ou alors, on peut encore, à ce stade-là, annuler. Suite à l'admission acceptée, on peut annuler l'admission. Donc ça, c'est tous les statuts qu'on peut retrouver du coup dans votre tableau de bord. On a essayé de reprendre hein, tout ce qu'on voit, les petits statuts, donc avec le sablier, avec la coche orange, la coche verte, etc. Et dans tous les cas, la demande, elle sera archivée après 9 mois. Et tant que l'admission effective n'a pas été prononcée, mais ça on y reviendra, le receveur il peut modifier le statut de la demande. Mais une fois que l'admission effective a été prononcée, on peut vraiment plus rien faire. Donc voilà, ça on y reviendra à la fin. Alors il y a une question dans le chat, si nous mettons un refus, doit-on inscrire un motif de refus? Oui, pour tout motif dans Via Trajectoire, dans tous les cas, à chaque fois que vous dites non, il faut avoir un motif. Mais c'est pareil de l'autre côté également hein, pour le particulier. À chaque fois qu'il y a un non dans l'outil, il faut le motiver. C'est des motifs qui sont déjà prédéfinis. Donc vous avez une zone commentaire, donc plusieurs motifs qui sont sélectionnables. Vous pouvez en sélectionner qu'un seul avec une zone de commentaires si vous voulez mettre des précisions. Et le motif permet d'alimenter l'observatoire statistique, puisque on l'évoquera en fin de session, mais chaque établissement utilisateur peut commander des requêtes statistiques sur une période souhaitée, une année, un semestre, un trimestre, et avoir une visibilité sur le nombre de demandes reçues et les informations sur les dossiers admis, les dossiers placés en liste d'attente ou les dossiers refusés. Et le motif de refus est visible par le particulier ou l'aidant familial professionnel. Il est parfois reformulé effectivement pour qu'il soit plus compréhensible côté particulier usager, mais ils ont bien l'info du refus et avec le motif. Donc par exemple, la rédaction du dossier ne permet pas de se prononcer, absence du dossier médical, ils auront bien cet élément-là. Et vous pouvez refuser le dossier dans un premier temps pour motif, par exemple, de dossier incomplet. Et ensuite, une fois le dossier complété, vous pouvez à tout moment hein, le remettre dans votre rubrique à traiter ou liste d'attente, comme l'indiquait Fiona. Ah ouais, tout à fait. Hein. Tant qu'il n'y a pas le statut admission effective qui a été prononcé, vous pouvez toujours modifier le statut. Mais une fois que l'admission effective a été prononcée, on ne peut plus rien faire. Et donc, il y a une question, les demandes archivées après 9 mois depuis... Alors là, effectivement, c'est une fois que l'admission effective a été prononcée. De toute façon, je vais vous montrer comment ça se passe au niveau des onglets. Mais une fois la date d'admission, plus 9 mois, hop, ça passe dans les archivés.
Et du côté du particulier, on a également un système un petit peu de réinitialisation, on va dire. Enfin, on en parlera, je sais plus, c'est pas le bon terme. Mais on en parlera effectivement. Ils reçoivent des relances pour toujours maintenir leur, leur dossier à jour, on va dire. Et que effectivement, s'ils loupent le coche, ils ont quand même, je crois, plus de 7 mois. Et bah là, le dossier tombe. Enfin, on reverra exactement les délais parce que je l'ai noté quelque part. Mais effectivement, ici, en tout cas, la demande elle sera archivée après 9 mois qu'elle passe dans les admis. Il s'agit du renouvellement en fait du dossier lorsque le dossier il est inactif, c'est-à-dire sans action, sans connexion côté usager depuis 6 mois. Le particulier reçoit une première alerte mail qui lui demande de se connecter et indiquer que le dossier est toujours d'actualité. Dans un délai d'1 mois. Si 6 mois plus 1 mois, donc 7 mois, il ne se connecte toujours pas, le dossier, il reçoit une seconde alerte mail en lui disant il vous reste 3 jours pour vous connecter, sinon le dossier sera annulé. Donc s'il n'y a aucune activité sur le dossier pendant 7 mois et, Et et 3 3 jours. jours, le dossier est annulé. Ça signifie que les demandes qui avaient été envoyées aux établissements sont annulées directement. Et une fois que le dossier est annulé, il est archivé sans action de la part du particulier 3 mois après. Si l'usager se connecte entre le délai d'annulation et avant l'archivage, c'est-à-dire entre 7 mois et 3 jours et avant 10 mois et 3 jours, il a possibilité de réactiver son dossier, mais il faudra renvoyer les demandes. Par contre, s'il se connecte une fois que le dossier est archivé, il faudra reprendre l'ensemble de la constitution du dossier. Mais effectivement, il y a une slide spécifique sur ce sujet-là pour que ce soit bien clair au niveau des délais. L'idée justement de ces demandes de mise à jour, c'est d'éviter à ce que vous, au niveau établissement receveur, vous ayez besoin de demander à chaque usager placé sur la liste d'attente, notamment de vous renvoyer un mail ou de se déplacer pour vous indiquer que le dossier est toujours d'actualité. Mais oui, effectivement, on y reviendra à la fin du coup de la présentation du tableau de bord. Et est-ce que du coup ça répondait à votre question, Madame Favrelière? Ok, parfait. Donc, comment accéder du coup au tableau de bord receveur grand âge? Donc, il faut aller dans le menu grand âge, juste ici, et dans l'onglet Mes demandes reçues. Donc là, vous allez avoir accès du coup au tableau de bord. Donc, on va le découper un petit peu ensemble. Donc, si vous êtes habilité sur plusieurs établissements, il faut faire attention à vous trouver sur le bon établissement ici. Juste là, là, effectivement, dans mon exemple, je ne suis habilitée que sur la résidence Aliénor d'Aquitaine. Si j'avais été habilitée sur un autre établissement en plus, j'aurais eu une liste déroulante, comme pour unité. Donc voilà, il faut bien faire attention, si vous êtes habilité sur plusieurs établissements, à bien sélectionner le bon, celui sur lequel vous voulez être. Et ensuite, si vous avez des unités également, ce qui n'est pas obligatoire dans la trajectoire, il faut bien sélectionner du coup la bonne unité. Donc voilà, donc on a l'établissement plus l'unité. Ensuite, on a des possibilités d'organiser le tableau de bord en fonction des critères qu'on peut sélectionner juste ici. Donc en fonction du type de la demande, en fonction de l'hébergement, de la situation, donc de la provenance de l'usager, de l'urgence, du sexe et puis de si c'est un couple ou non. On peut également du coup trier par statut sur cet onglet précisément. Donc là, par exemple, si je veux avoir que cette petite poignée de main, et ben, il faut que je décoche les autres statuts. C'est un petit peu particulier, mais si je ne veux avoir que celui-ci, il va falloir que je décoche les autres. De toute façon, vous pouvez voir, enfin, je ne sais pas si vous le faites en même temps, mais ça les grise quand on coche dessus. Donc voilà. Quand c'est grisé, ça veut dire qu'ils ne sont plus dans le filtre. Ce qu'il faut savoir du coup, petite info, les nouvelles demandes que vous recevez et les dossiers qui ont été modifiés, ils vont apparaître en gras
et en tête de liste dans le tableau de bord. Donc là, on voit qu'ils sont en gras et puis ils ont été remontés tout en haut du tableau de bord. Donc ça veut dire que c'est soit une nouvelle demande, soit qu'il y a des modifications. Alors, sinon l'organisation du tableau de bord. Donc une autre capture d'écran, c'est que je dois vous montrer d'autres choses. On peut faire des recherches rapides dans le tableau de bord. Si par exemple vous voulez accéder à un dossier en particulier et pas regarder voilà, dans tout le tableau de bord, vous pouvez sélectionner, donc soit vous avez le numéro de dossier, donc vous tapez directement le numéro de dossier, ou alors vous pouvez taper le nom qui concerne la demande pour avoir cet accès rapide. Et donc là, vous pouvez ouvrir le... Oui. Excuse-moi, j'allais t'interrompre. Il y a une question dans la conversation qui, pour avoir la signification des pictogrammes de statut. Ben, je vais revenir du coup sur ma slide d'avant. Selon l'onglet dans lequel vous trouvez, vous avez Oui, différents statuts qui sont proposés différents sur SAML. statuts, effectivement. En général aussi, quand vous passez la souris dessus, alors il me semble que vous voyez à quoi ça correspond. Mais donc là, on va voir avec le petit sablier. Donc c'est une demande qui a été envoyée, qui est en attente de réponse. Quelquefois, on voit l'œil. Alors là, c'est plutôt, mais on verra ça juste après. Vous pouvez voir en fait les autres demandes qui ont été envoyées. Si par exemple, donc moi je suis sur Aliénor d'Aquitaine et donc Marceline, elle a envoyé le dossier sur Aliénor d'Aquitaine, mais également sur l'EHPAD de Lavigne Rose. Et donc, je peux voir si l'EHPAD de Lavigne Rose a ouvert la demande de Marceline, a déjà fait une action dessus, etc. Donc là, c'est plutôt dans ce cas-là où on verra le petit œil. Ensuite, si vous avez placé du coup la demande de Marceline en liste d'attente, le petit statut, ce sera celui-ci. Donc là, c'est une petite feuille en petit carnet avec du coup une coche orange. Si vous avez refusé, donc là ça va dans l'onglet qui va bien, hein, mais si vous avez refusé, donc ce sera le petit carnet du coup avec la croix rouge. S'il y a une admission qui est proposée, du coup c'est un petit carnet du coup avec la coche verte. Donc là ça veut dire que moi en tant que Aliénor, enfin établissement Aliénor d'Aquitaine, je propose, j'ai une place et donc je la propose à Marceline. Ensuite, Marceline, eh ben, elle me dit qu'elle est OK pour, voilà, moi, je lui ai proposé une place, l'établissement lui convient, euh, tout va bien, donc de la commission d'admission, elle est passée, etc. Marceline est d'accord. Donc là, il y a une poignée de main pour dire que tout le monde est d'accord, que cette admission a bien été acceptée. Et ensuite, donc, on a ce statut-là, où là, ça veut dire que la personne, elle est admise. Il y a eu une admission effective de prononcer. La personne, Marceline, elle est bien rentrée dans l'EHPAD Aliénor et elle est bien accueillie là-bas. Ça, c'est tous les statuts que vous pourrez retrouver. Et effectivement, comme disait Lucie, il y a des statuts que, par exemple, vous retrouverez jamais ici dans les refusés. Vous n'allez jamais retrouver en liste d'attente. Enfin, voilà, ça a été refusé, donc il n'y aura que des croix rouges. On va vous montrer au fur et à mesure quels statuts on peut retrouver dans quels onglets suite aux actions. Donc là, j'en étais à mes recherches du coup rapides. Donc là, je peux ouvrir le dossier ou alors je peux ouvrir sur le tableau de bord. Ça va me le proposer directement. Ensuite, du coup, si je descends un petit peu là sur... donc là, c'était tous mes filtres. Ici, je vais descendre vraiment dans mon tableau de bord. Donc j'ai plusieurs onglets ici. Donc là, en fonction des statuts, encore une fois. Donc je vais avoir l'onglet à traiter. Donc là, c'est quand je reçois une demande, par exemple. Donc là, on voit qu'il y a le petit sablier. Voilà, il va falloir que je l'ouvre, que je la traite. On a l'onglet liste d'attente, l'onglet refusé, l'onglet admis, l'onglet archivé et l'onglet annulé. Normalement, je vous les présente juste après. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut toujours exporter sous format Excel le tableau de bord. Ici, donc avec toutes les informations qui sont contenues, donc numéro de dossier, statut, identité, etc.
Et il y a la possibilité de trier les sous-onglets qui sont bleus. Je ne sais pas si vous les voyez très bien sur mon écran, mais du coup, vous pouvez trier en fonction du numéro de dossier. Donc là, ça va vous trier du plus petit au plus grand. Enfin, ça dépend comment vous appuyez, si vous appuyez plusieurs fois. En fonction de l'identité également, donc là par ordre alphabétique. En fonction de l'hébergement, si c'est du permanent, si c'est du temporaire. De la situation du receveur, ça, je vous expliquerai juste après. De la dépendance, de la vie médicale, de la charge de travail, de l'avancement du dossier, ça je vous expliquerai également, de la date de réception et de la date de la dernière modification. Du coup, là, si je passe un petit peu, donc là, j'ai passé les onglets, juste ici, les sous-onglets. Et donc, si je vais un petit peu dans une demande, voir comment ça se passe. Ici, vous voyez, on peut avoir, donc on a deux choses sur le côté droit. La petite maison, ça, j'y reviens juste après. Et là, ici, on a des notes. Si vous passez sur l'icône des notes, vous pouvez voir les notes qui vont s'afficher directement sur le tableau de bord. Il n'y aura pas besoin de rentrer dans la demande pour voir ce qu'un de vos collègues a écrit. Les notes, c'est vraiment de l'interne, ça se partage en interne. Il n'y a que ceux qui ont accès au tableau de bord de votre structure, donc qui partagent les mêmes habilitations que vous, qui peuvent voir les notes. Voilà, donc si je passe ma souris dessus, je pourrais voir la note qui a été écrite. Et là, je vois le nombre d'établissements qui a été contacté pour la demande. Donc là, c'est comme ce que je vous indiquais tout à l'heure. Je crois que je vais voir un petit peu. Euh, je vois pas, mais je pourrais peut-être vous montrer. Mais effectivement, on voit tous les autres établissements qui ont été contactés par Marceline, par exemple, et où ils en sont dans le processus. Et donc là, si on a un petit sanitaire à côté de statut, ça veut dire que le dossier sanitaire, il a déjà été créé. Il y a un dossier sanitaire qui a été jumelé en fait avec le dossier grand âge. Donc cette personne, elle a et un dossier sanitaire et un dossier grand âge. Donc ça veut dire qu'elle est certainement passée, enfin qu'elle a été hospitalisée, très certainement. Ce que je peux vous dire également ici sur les points d'exclamation, c'est l'urgence de la demande. 3 points d'exclamation, ça veut dire que c'est urgence immédiate. Ça veut dire qu'il faut vraiment, enfin, cette personne, elle a vraiment besoin d'un hébergement tout de suite, hein. Vraiment, la situation, elle exige vraiment que la personne ne peut plus du tout rester à son domicile, par exemple. Et donc là, les S, c'est les R. Donc S, ça veut dire situation actuelle du demandeur. Si c'est pas renseigné, bah, il y aura rien. Si, il y a un petit GA, ça veut dire que, cette personne, elle est actuellement, dans un autre établissement médico-social, pour personnes âgées. Et si c'est un petit D orange, ça veut dire que la personne, elle est, à son domicile, ou chez un enfant proche. En tout cas, elle est pas dans un établissement médico-social. Et le R, c'est le référent du dossier. Il peut y avoir un référent, sur le dossier, donc un référent, s'il y a un petit S, ça veut dire que c'est un référent, enfin un professionnel, du coup qui va accompagner Marceline et son entourage, hein, à la construction du dossier et puis, à l'envoi de demande. Donc là, c'est un accompagnant sanitaire, donc ça peut être par exemple une assistante, sociale, de l'hôpital. Si c'est GA, c'est un accompagnant social, ou médico-social, donc pourquoi pas un mandataire judiciaire, le DAC, et cetera. Il peut y avoir qu'un seul accompagnant professionnel sur un dossier. On ne peut pas retrouver et un S et un GA. Et des fois, quand il y a rien, bah, ça veut dire que la personne qui gère le dossier, bah, c'est uniquement Marceline et son entourage, finalement. Il n'y a pas d'accompagnant professionnel derrière. Information également, si le demandeur il fait plusieurs demandes d'hébergement, s'il y a une demande d'hébergement temporaire et une demande d'hébergement permanente, il y aura plusieurs dossiers distincts, pardon. Donc il y aura une première ligne, là on le voit avec Dupont, Monsieur Dupont, Albert. Une première ligne permanent et une deuxième ligne temporaire. Voilà, pour bien différencier du coup les deux demandes, qui ne sont pas pareilles du coup.
Et oui, je me disais bien que je l'avais. Du coup, le nombre d'établissements contactés. Donc, si je clique sur la petite maison, en fait, on a la liste des demandes en cours. Donc, c'est là où on voit le petit œil, par exemple, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, je peux voir où, enfin, quels autres établissements ont été demandés par Marceline et son entourage, et du coup, enfin, ce qu'a décidé les autres établissements. Donc, on a une vision là-dessus également. Donc là, par exemple, on sait que les Pas de la Forêt, ils ont proposé une admission, en tout cas, pour telle date. Pardon. Est-ce que ça va pour le tableau de bord? Je crois qu'il y a une question qui est en train de s'écrire. N'hésitez pas à ouvrir votre micro, c'est plus facile. Alors, quand la demande est effective dans un autre établissement, elle ne part pas de notre liste. Ça va dépendre. On va le voir juste après, mais effectivement, ça dépend si l'usager il souhaite maintenir ses autres demandes dans les autres établissements. S'il n'y a pas eu de choix fait, que ce soit par, du coup, l'usager, effectivement, les demandes, elles vont disparaître automatiquement. Parce que c'est ça qui est aussi pas mal avec, Via Trajectoire, c'est qu'on a une épuration finalement des listes d'attente, qui se fait, automatiquement. Une fois que la personne, elle est rentrée quelque part et qu'elle souhaitait pas conserver ses demandes dans d'autres établissements, bah, ça va s'enlever directement des tableaux de bord. Mais c'est un choix qui doit être fait effectivement. On va le voir, juste après en tout cas. OK, bah, s'il y a pas d'autres questions, du coup, on va passer au dossier et puis aux réponses. Il y a une autre question qui arrive justement pour savoir si ça demande une action de l'usager. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez proposer une demande, d'admission, idéalement, on demande à ce que, l'usager se connecte sur son espace pour accepter, la, proposition d'admission, et lorsqu'il va, en se connectant sur son espace usager, valider la proposition d'admission, on va lui demander s'il souhaite conserver, les autres demandes qui étaient en cours. Donc il faudra qu'il coche s'il souhaite maintenir les autres demandes. Si, l'usager, parce que le temps est court et qu'il avait la tête, à préparer, son admission au sein de votre établissement, ne s'est pas connecté, c'est à vous en tant qu'établissement, c'est vous qui allez, réaliser l'admission effective au niveau de Via Trajectoire, et donc si l'usager, lui, ne s'est pas connecté entre-temps, c'est lorsque vous, établissement, vous allez, passer au statut, admission effective, que là, on vous demandera si l'usager souhaite, maintenir ou non les autres demandes. Donc effectivement, normalement, c'est une action, côté, Mmh, espace usager, mais s'il ne fait pas le nécessaire en se connectant, c'est à vous qu'on posera la question, lorsque vous allez prononcer l'admission effective. mmh. Ouais, ça on le verra, hein, juste après, et c'est écrit en fait, en rouge sur, sur la pop-up, Via Trajectoire, donc ça normalement on peut pas trop le louper, mais effectivement c'est en accord avec l'usager, qu'effectivement si lui il a pas fait son choix, du côté particulier, vous allez pouvoir, maintenir ou non, avec ce qu'il vous dit bien évidemment. OK. Donc là, je vais passer à la section, le dossier, et les réponses, et puis, voilà, il nous reste, à peu près du coup 36 minutes. Donc voilà, je vais un petit peu accélérer. Donc pour accéder au dossier, il suffit, hein, de cliquer, sur, le nom et le prénom, voilà, hop, directement dans le tableau de bord, et donc là, ça m'ouvre, le dossier, du coup, bon, c'est pas Marceline, en l'occurrence, mais ça m'ouvre le dossier de Marceline. Et donc là, je vais avoir plusieurs, informations sur cette demande, plusieurs choses qui sont possibles. Donc si je commence sur la fiche de suivi, vous avez la possibilité, d'indiquer des commentaires sur cette fiche de suivi, donc en cliquant sur «Modifier». Donc là, c'est plutôt quelque chose qui va être propre, au dossier, à des habitudes et cetera. Contrairement à la note, possibilité d'ajouter une note également qui, elle, se voit directement dans le tableau de bord si vous survolez
hein, comme on a vu tout à l'heure avec votre souris, vous ajoutez une note. Là, ça peut être la note, ça peut être un peu plus le processus, voilà, s'il y a eu un appel, s'il y a eu un contact, et cetera. Donc la fiche de suivi qui est collée du coup, au dossier. Ensuite, on va avoir une rubrique suivi où donc là, on parle de la note. S'il y a eu une date de visite également, on peut l'indiquer et on peut indiquer, un état d'avancement, qui est visible, du coup, par vous directement dans le tableau de bord. Je ne sais pas si on l'avait bien vu, tout à l'heure. Mais il y a 3 couleurs, en tout cas, que vous pouvez mettre et puis ça, c'est vraiment à votre appréciation. Donc voilà, donc il y a du rouge, marron, orange et puis vert, à votre appréciation, et puis votre organisation. Ensuite, on a une autre rubrique, donc là, je vous l'ai mis sur le côté, mais ça défile, hein, vraiment si on fait défiler avec la souris. Donc là, on a l'historique des échanges. C'est toutes les informations, des actions qui ont été faites sur le dossier. Donc là, on voit vraiment, s'il y a eu, par exemple, ici, la modification du volet médical, la modification du volet autonomie et on voit par qui et à quelle date. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable dans Via Trajectoire, c'est que tout est tracé finalement et on peut toujours avoir accès à ce qui s'est fait sur le dossier. Donc on voit qui fait quoi et puis, voilà, qui fait quoi comme action, qui a écrit, telle chose et cetera. En ce qui concerne du coup le volet médical et le volet autonomie, donc ça pareil, ça se voyait, directement dans le tableau de bord. Le volet médical et le volet autonomie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont uniquement accessibles, aux professionnels qui sont habilités, donc qui ont des habilitations IDEC ou des habilitations MEDCO, enfin médecin coordinateur. Et donc dans ce volet médical, ce qui est pas mal également, c'est qu'on peut afficher toutes les versions. S'il y a eu des modifications, donc là, on le voit, il y a 2 versions du volet médical. Donc là, mon médecin, coordinateur, eh beh, il va pouvoir comparer, finalement l'ancienne version et puis la version, à jour pour voir ce qui a été ajouté, supprimé. Donc on voit que en rouge, c'est les anciennes données. Donc là, sur mon exemple, c'est qu'il n'y avait rien et en vert, c'est la nouvelle, donc ça veut dire que c'est ce qui a été, ajouté. Voilà, donc on a, l'historique également de ce volet médical avec, toutes les versions, qu'il y a eu et puis on peut les comparer entre elles, pour savoir ce qui a été ajouté et supprimé. Donc ça, accessible du coup IDEC, Medco et c'est pareil du coup pour le volet autonomie. On peut faire la même chose, on peut comparer, les versions. En ce qui concerne d'émettre des avis en interne, là c'est vraiment, l'action du médecin coordinateur ou de l'infirmière, enfin de l'infirmier, donc de l'IDEC. Donc ici, ils vont avoir un petit bouton que vous aurez pas si vous êtes juste direction. Il y aura un petit bouton «Donner un avis en interne». Donc pour, l'avis médical, que ce soit favorable ou défavorable, vous voyez, c'est ce qu'on voit ici, à la fois à la droite du dossier dans le résumé et également directement dans le tableau de bord. On voit favorable, on voit oui en vert, lorsque, on a cliqué sur avis médical favorable. Si, les avis sont défavorables, il faut, bien motiver le refus. C'est comme ce que je vous disais, la dernière fois. À chaque fois qu'on dit non, il faut dire pourquoi on dit non. Voilà, donc ça, c'est bien des actions, médecin co et ou, infirmière, coordinateur. IDEC, c'est quand ils ont, bien les droits pour le faire. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a une question, la note est-elle visible par tous les établissements? La note interne, alors, Lucie, tu me dis si je me trompe, mais pour moi, il me semble que c'est que de l'interne. Oui, effectivement, toutes les notes sont internes comme leur nom l'indique. Donc que ce soit, les avis, favorables, défavorables, avis médical, charge de travail en Mmh. soins, que ce soit, le code couleur, état Oui. d'avancement,
et les notes qui sont sur les fiches de suivi ou les Mmh. notes ajoutées que vous voyez au niveau de votre tableau de bord. Tout ça, c'est uniquement de l'interne. Ce n'est pas visible par les autres établissements contactés. Ce n'est pas visible par le médecin Par le traitant. particulier. Et ce n'est Mmh. pas visible par le particulier et l'accompagnant professionnel. C'est uniquement visible par les professionnels qui sont habilités au sein de votre structure. Donc, n'hésitez pas à les utiliser pour échanger entre vous sur un dossier. C'est uniquement visible en interne. Ouais, tous ceux qui ont accès au même tableau de bord que vous, du coup, peuvent avoir accès à ces informations-là. Et je sais pas si vous voyez bien, mais c'est ici le petit avancement où on peut mettre finalement la couleur. Voilà, ça permet de trier, un petit peu et en plus, c'est un sous-onglet qui est bleu, donc là, par exemple, je peux trier, tous les dossiers qui sont verts, par exemple et voilà, ça va me trier mes dossiers verts avec, l'avancement vert. OK et donc du coup là on va plutôt se concentrer sur comment répondre à une demande. Donc comment faire pour mettre en liste d'attente? Donc là je suis sur, la demande de Marceline. Vous voyez ici j'ai pas du tout accès à donner un avis en interne, donc c'est que je n'ai pas cette habilitation et par contre je peux répondre et donc là quand je clique sur répondre, j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Donc là on va partir sur la liste d'attente, donc je vais cliquer dessus. Ça va m'ouvrir cette pop-up qui m'indique que voilà, je suis en train de placer cette demande sur liste d'attente. Est-ce que je veux mettre une précision? Est-ce que, je veux, choisir une unité d'admission? Si vous en avez, par exemple, si vous avez une unité, heu, classique, hein, d'hébergement permanent ou si vous avez, une UPAD, par exemple, voilà, vous pouvez, trier, séparer en tout cas, ces 2 listes d'attente. Donc là, je peux mettre sur l'unité souhaitée et puis je peux cliquer sur placer, en liste d'attente. Alors attention, la précision là, c'est un commentaire qui est visible par le demandeur ou, l'accompagnant, lorsqu'il, consultera, la réponse. Ça, je l'ai dit. Si je refuse, du coup, une demande, donc pareil, je vais dans répondre et puis je vais cliquer sur refuser. Donc là, comme on l'indiquait, hein, dès qu'on dit non, finalement, dans la trajectoire, il faut indiquer le motif. Donc là, il y a plusieurs motifs pour refuser la demande. Donc il faut en choisir un, c'est obligatoire. Vous ne pourrez pas valider tant que vous n'aurez pas choisi au moins un motif. Après, ils sont du coup regroupés comme suivant. Donc on a les motifs de refus qui sont liés aux possibilités du receveur. Donc voilà, c'est par exemple les soins requis, bah, ils dépassent les possibilités de l'établissement, hein. Vous n'avez pas du tout ça, dans votre structure ou alors les motifs de refus qui sont liés au prescripteur. Par exemple, la rédaction du dossier, elle permet pas de se prononcer, hein, il est pas complet ou alors, bah, les motifs de refus qui sont liés à la personne, à sa situation, à ses besoins de santé. Voilà, donc il y a, 3 catégories, de motifs de refus, donc il faut en choisir un et on a la possibilité également, de mettre une précision qui sera visible, hein, par le demandeur et puis on peut cliquer sur refuser la demande. Donc ça, c'est pour refuser cette demande qui vient juste, d'arriver et puis je peux également, bah, proposer, une admission, donc directement. Il n'a pas forcément besoin de passer par la liste d'attente, hein, je l'ai directement ici, donc bon. Mais on peut cliquer donc du coup sur proposer une admission, donc là, ça nous ouvre une pop-up, proposer une place, toujours avec la précision qui sera visible par le demandeur. Une date, c'est obligatoire du coup, d'avoir, une date, d'admission, ici pour pouvoir valider. On peut choisir l'unité d'admission également et puis on peut cliquer sur proposer une place, en admission. Alors petite, gymnastique un petit peu, une fois que l'admission, elle est proposée, donc là, le petit bloc-notes, avec, la coche verte et bah, elle va se retrouver dans l'onglet «À traiter». Donc admettons, c'était une demande que vous aviez mis en liste d'attente, le temps, de voir, enfin voilà, qu'il y ait la commission qui se passe, que la personne elle fasse une visite, voilà. Et ben, une fois, que vous proposez une admission, elle sera plus dans la liste d'attente, mais elle repassera dans l'onglet «À traiter». Voilà, faut faire attention du coup, les admissions proposées, elles se retrouvent dans l'onglet de votre tableau de bord «À traiter».
parce qu'il reste encore des actions à faire dessus. Suite à une proposition d'admission, on a plusieurs actions qui sont possibles. Donc là, j'ai bien mon statut, mon petit carnet avec ma coche verte. Et quand je clique sur répondre, j'ai 4 choix qui se proposent à moi. Je peux soit réévaluer cette demande et le demandeur, il en est informé. Donc là, je le mets à réévaluer, ça va changer le statut. Ou alors je peux la placer en liste d'attente, la replacer en liste d'attente. Je peux proposer, je peux dire que je fais une admission effective, pardon. Donc là, je déclare l'admission effective avec l'accord de l'usager. Attention, c'est une action irréversible, mais on y reviendra juste après. Ou alors, je peux refuser le dossier à tout moment. Donc voilà, même quand j'ai proposé une admission, je peux encore revenir un petit peu sur mes pas. C'est toujours pas figé. Juste ici, j'ai encore plusieurs actions. Si on part sur le circuit de la réponse classique d'une demande d'admission, donc on a Marceline, toujours, hein, avec son entourage. Elle envoie son dossier aux établissements depuis l'espace particulier. Donc là, le statut associé, ça va être le petit sablier, elle est en attente. Le dossier, il est étudié par l'établissement qui va lui proposer une date d'admission. Donc là, on voit la petite feuille avec la coche verte. Marceline et son entourage, ils vont répondre à la proposition d'admission, donc ils vont se reconnecter sur l'espace particulier et puis ils vont dire qu'ils sont OK. Donc ça, c'est la petite poignée de main. Ils sont OK et puis ils indiquent qu'ils souhaitent conserver les autres demandes. Donc là, c'est pour répondre du coup à la question qu'on a eue tout à l'heure. Et donc là, l'établissement, il va prononcer l'admission effective une fois que Marceline, elle sera bien accueillie dans l'enceinte de l'établissement. Et donc là, on aura ce petit personnage avec une coche verte pour dire que le statut, il est admis. Donc ça, c'est un petit peu la réponse classique, on va dire. Après, il peut se passer du coup plusieurs choses, comme on disait tout à l'heure. Donc déjà, suite à une proposition d'admission, Marceline, elle n'est pas obligée de dire oui. Lorsqu'elle se connecte sur son espace particulier, elle peut refuser cette demande. Donc là, il y a 4 motifs, hein. Toujours quand on dit non dans Via Trajectoire, on doit motiver son refus. Donc 4 motifs de refus de la part du demandeur. Marceline, elle dit qu'elle ne peut pas entrer en établissement actuellement, ou qu'elle ne souhaite plus être prise en charge par cet établissement, ou qu'elle a été admise dans un autre établissement, ou qu'elle a déménagé. C'est les 4 motifs du refus. Et ces motifs-là se voient dans l'historique des échanges, juste ici. Comme je vous le montrais quand on était dans la demande. Et donc le dossier, il restera dans l'onglet à traiter, jusqu'à ce que le demandeur, il annule sa demande, ou alors qu'il soit admis dans un autre établissement, ou qu'il réponde favorablement. En tout cas, on aura toujours le dossier suite à une proposition d'admission dans l'onglet à traiter jusqu'à ce qu'il y ait une autre action, du coup, qui soit faite sur le dossier. Donc ça, c'était pour l'info. Suite à une proposition d'admission, du coup, Marceline, elle peut accepter. Donc ça veut dire qu'elle s'est connectée sur l'espace particulier et elle a indiqué qu'elle souhaitait, enfin, elle et son entourage ont indiqué qu'ils souhaitaient maintenir les autres demandes. Donc là, ils ont fait une action de leur part. Donc côté du coup receveur, quand on va prononcer l'admission effective, parce que ça, c'est que le receveur qui peut le faire, il y aura une précision à mettre, la date d'admission effective, donc c'est pas obligé d'être le jour J, hein. Nous, on vous conseille même de pas le faire dans la hâte non plus, hein. On peut le faire a posteriori, parce que c'est vraiment une action qui est irréversible et on peut du coup mettre l'unité d'admission. On va prononcer du coup l'admission effective. Et autre cas de figure, la demande, elle reste sans réponse par Via Trajectoire. Ça veut dire que Marceline, elle n'a pas été dans son espace particulier pour accepter la proposition que vous lui avez faite. Donc, elle n'a pas indiqué, elle ou son entourage, s'il souhaitait maintenir les autres demandes. Donc, ça veut dire que c'est à la structure, en accord, hein, bien sûr, avec le demandeur, de maintenir les demandes ou non lors de la validation de l'admission effective. Donc là, ça se montre comme ça.
C'est la même chose que ce que je vous ai montré il y a 2 secondes, sauf qu'on a un encadré rouge où là, il y a bien écrit: «Maintien des autres demandes d'hébergement. En prononçant l'admission effective, vous devez indiquer si l'usager souhaite annuler ou conserver actives, les autres demandes d'hébergement qui sont associées à son dossier, car ce dernier n'a pas indiqué son choix dans via trajectoire». La Marsouini, elle n'a pas été dans son espace particulier. Comme le disait tout à l'heure, Lucie, ça se trouve, voilà, elle est en plein dans les préparatifs pour entrer dans l'établissement. Donc voilà, ils se sont pas connectés sur l'espace particulier. Et donc là, ça va être à vous qu'incombe la responsabilité de maintenir ou non. Donc là, il faut, dire si oui ou non on garde les demandes, heu heu, enfin si on garde les demandes ou si, sinon on les supprime. Donc voilà, donc là si effectivement l'usager il souhaite maintenir les demandes, bah, il faut bien cocher les petites cases ici. Et si l'usager ne souhaite pas maintenir les demandes, et ben, on coche pas les petites cases et puis on prononce, l'admission effective. Si, il y a pas les autres demandes qui sont conservées, elles seront annulées, elles s'enlèveront des tableaux de bord des autres établissements et si jamais c'était un oubli, on va dire, ou une mauvaise manipulation, bah, le demandeur, il sera dans l'obligation de renvoyer les demandes. Mais du coup, il y aura plus, enfin voilà, ça perdra l'historique, la date d'envoi, du premier envoi et cetera. On a eu 2 questions dans la Ouais, conversation. J'ai répondu à la première, que je vous OK. partage. Première question qui est: «Est-ce que ça signifie qu'une personne, peut être accueillie et conserver d'autres demandes?» Mmh. Donc effectivement, une personne, elle peut être accueillie au sein d'un établissement et conserver ses autres demandes. On lui laisse le choix, notamment si c'est un séjour qui est, temporaire, si c'est une entrée en accueil de jour et cetera et si c'est une entrée en permanence, si l'établissement est pas le premier choix ou il peut, il arrive parfois que les familles souhaitent attendre, 2-3 mois avant d'annuler les autres demandes. Effectivement, dans ce cas-là, les demandes peuvent être maintenues, sachant que l'actualisation doit être faite à minima, hein, tous les 6 mois et que vous, côté établissement, vous avez l'information, si la personne, elle est, actuellement accueillie, notamment en hébergement permanent dans une autre structure en cliquant au niveau du tableau de bord sur la ligne avec les petites maisons. 2e question, quand une personne fait une demande en temporaire, si elle est accueillie en établissement, qu'advient-il de son dossier lors du retour à domicile? Le dossier doit être refait entièrement si la personne souhaite réitérer une nouvelle demande par la suite. Donc le dossier, il reste actif, hein, si, il y a la mise à jour tous les 6 mois. C'est toujours le même dossier via trajectoire. Et donc par contre, vous pourrez, s'il y a eu une entrée, par exemple, en hébergement, temporaire, en accueil de jour ou même en permanent, vous pouvez à tout moment, là, suite à un séjour temporaire, renvoyer de nouvelles demandes, soit de temporaire, soit de permanent. Donc il y a pas besoin de refaire, l'ensemble du dossier, il suffit uniquement d'actualiser, le dossier si la mise à jour a été faite, dans les 6 mois et de renvoyer les nouvelles demandes. Mmh. Merci Lucie. Est-ce que du coup ça vous convient les réponses qui ont été apportées? C'est plus clair? Parfait. Merci Lucie pour tes précisions. Et donc, effectivement, donc l'importance de l'admission effective, c'est vraiment une étape qui est essentielle, dans le circuit de la demande. Hem, Là, ici, on voit bien, hein, que le demandeur, il a accepté la proposition d'admission et donc là, il faut bien, une fois que la personne, elle est bien rentrée, au sein de l'établissement, que je prononce l'admission effective et donc voilà, ça nous fait les pop-up qu'on a vus, juste avant. Prononcer une admission effective, c'est irréversible. Il y a pas de retour en arrière possible. Une fois que cette étape, elle est réalisée, le dossier, du coup, il va basculer. Il va changer d'onglet. Il était dans «À traiter» et il va, basculer dans «Admis», juste ici. Est-ce que ça va pour tout le monde?
OK. Alors ce qui est bon à savoir également, c'est qu'effectivement on a ces fameuses, mises à jour des demandes. On a du coup des relances automatiques qui se font, directement par l'outil. C'est le mot que je cherchais, tout à l'heure. Donc, au bout de 6 mois d'inactivité sur le dossier, mais ça Lucie vous l'avez, expliqué, Via Trajectoire procède à une relance automatique auprès du demandeur. Donc il y a un premier mail qui est envoyé au demandeur pour qu'il se connecte à son dossier. Et ça, on peut le voir, on peut le détecter, directement dans le tableau de bord parce que le dossier, il va apparaître en rose. En fait, toute la ligne, elle sera rose et on aura, l'icône, juste ici, plutôt sur la partie de gauche, donc 3 flèches qui tournent comme ça et donc toute la ligne sera rose. Donc là, ça met en évidence qu'en fait, cet usager ne s'est pas connecté depuis 6 mois. S'il y a aucune action qui est faite dans les 30 jours de la part de l'usager, donc la demande, elle sera annulée automatiquement, soit 7 mois et 3 jours sans activité, de la part du demandeur. Mais comme, l'indiquait, Lucie, il y aura quand même, une action qui sera possible, même lorsque le dossier il est annulé, l'usager il peut quand même, heu, retourner sur son dossier et puis refaire des demandes qui, elles, avaient été, annulées pour le coup. Par contre, au bout de 3 mois, après ces 7 mois et 3 jours, le dossier, il est archivé et là, on peut plus rien faire dessus. Il faut en recommencer un. Voilà, mais ils ont quand même, 10 mois et 3 jours, heu, pour mettre à jour leur dossier et puis, maintenir, la demande. Il y a une relance manuelle de votre côté qui est possible également. Au bout de 90 jours d'inactivité sur le dossier, il y a un bouton qui, apparaît, juste ici dans Action sur la demande sous Historique des échanges. Vous de votre côté, hein, côté receveur, vous allez avoir ce petit bouton qui va apparaître et donc si vous avez, voilà, un doute, heu, vous pensez que ça se trouve, voilà, pour éviter d'attendre les 6 mois d'inactivité, vous allez lancer manuellement, une relance. Donc là, c'est un mail qui est envoyé au demandeur pour qu'il se connecte à son dossier, hein, suite à votre clic sur le bouton. On a toujours pareil, le dossier qui apparaîtra en rose dans le tableau de bord avec, l'icône des 3 flèches qui tournent et si aucune action, n'est faite dans les 30 jours, la demande, elle sera annulée automatiquement, pour votre établissement. Et ensuite, on a le signalement des décès, également. Il est possible du coup, de votre côté, de signaler le décès d'un usager si vous avez eu l'information, 7 jours après la réception de la demande. Donc vous avez ce bouton-là 7 jours après la réception, de la demande dans votre tableau de bord qui va s'afficher. Donc le dossier, il va apparaître en rose dans le tableau de bord et avec les icônes, ici, en noir du point d'interrogation. Heu, Ces critères, ils sont pas légalement suffisants pour annuler le dossier, hein. Le décès, il doit être confirmé par un professionnel, en relation avec l'usager ou par un de ses aidants. Donc si, aucune action n'est faite dans les 30 jours, la demande, elle sera annulée automatiquement. Et du coup, côté accompagnant, heu, quand par exemple je suis, l'assistante sociale, du CH et que j'avais ce dossier, dans mes références, je vais avoir donc si par exemple vous avez lancé, ce signalement de décès, je vais avoir cette pop-up qui va s'ouvrir et il va falloir que je confirme si effectivement, le demandeur est décédé. Donc là, auquel cas, le dossier il passera au statut annulé pour tout le monde. Si le demandeur n'est pas décédé, donc là, enfin c'est si, l'accompagnant indique que le demandeur n'est pas décédé, le dossier il va reprendre son cycle de vie et si, la personne dit qu'elle ne sait pas pour le moment, l'alerte est maintenue et demeure visible pour tout le monde. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que Via Trajectoire fait des rapprochements avec le registre des décès de l'INSEE. Alors il me semble que c'est tous les mois. Donc voilà, pour, finalement, si le registre des décès a l'information, ça vient, épurer du coup les tableaux de bord. Effectivement, je confirme, c'est tous les mois au départ, au début de la création de Via Trajectoire Grand Âge, c'était tous les 3 mois et désormais, Mmh. depuis 2 ans, Via Trajectoire interroge, donc de façon mensuelle le fichier national INSEE des décès et donc au niveau de l'identité de la personne, si elle est indiquée dans le fichier national INSEE des décès, ça passe en alerte, rouge, suspicion de décès et sans action de la part, du demandeur, le dossier, s'efface automatiquement de vos Mmh. tableaux de bord et passe dans annuler pour motif demandeur décédé. Merci Lucie.
Les autres fonctionnalités qu'on trouve dans Via Trajectoire, donc on en a un petit peu parlé, mais il y a l'actualisation des tableaux de bord qui se fait automatiquement. Du coup, voilà, si Marceline, elle est prise enfin, elle est entrée dans un EHPAD, et bah, tous les autres EHPAD qu'elle avait contactés, si elle ne souhaitait pas maintenir les demandes, ça viendra épurer les tableaux de bord de façon automatique des autres établissements. Côté demandeur espace professionnel, il y a une recherche de doublons en interne avant la création d'un dossier. Si un dossier existait déjà, en fait, on ne va pas en faire 2 ou 3 ou 4. Il y en aura un seul. Donc voilà, il faudra demander l'accès. Ça, c'est pour les demandeurs. Il y a possibilité à tout moment de compléter, actualiser le dossier pour le demandeur et de changer le statut de la demande pour le receveur. Ça, on l'a bien vu ensemble, hein. Je peux changer le statut absolument quand je veux, sauf quand je fais l'admission effective. Après ça, je ne peux plus. Mais avant, je peux toujours revenir sur mes pas. Il y a la possibilité également de télécharger le dossier sous format CERFA. Ça, c'est possible également. L'archivage automatique au bout de 9 mois d'inactivité, on en a parlé. Et puis la traçabilité des actions via l'historique, on en a parlé également. On peut savoir qui a fait quoi comme action ou qui a mis quel commentaire. Voilà, tout est tracé dans l'outil et c'est une des forces de l'outil. On a également un outil d'observatoire dans Via Trajectoire, grand H. Donc, c'est si vous avez accès, les droits, il faut avoir les droits qui vont, enfin les bons droits, pour avoir accès à cet observatoire, sinon vous ne verrez même pas cet onglet. Vous pouvez également commander des statistiques. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce qu'on a animé un atelier fin septembre à ce sujet. Donc si vous voulez le support, on peut vous le donner, mais on mettra à disposition du coup le support directement sur le site internet. Donc effectivement, dans ce support, on voit quel type de statistiques je peux commander pour mon établissement, pour suivre finalement l'activité de l'établissement, donc délai de réponse, etc. Et donc là, il est 22 et je voulais vous parler rapidement de la demande d'admission via l'espace particulier. Effectivement, ce qu'il faut savoir, chose importante, c'est qu'il va y avoir une refonte de l'espace du portail usager en cohérence avec les sites du gouvernement. Donc, ça, voilà, à partir de 2024. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsqu'on est sur un site du gouvernement, typiquement ici, et que on veut accéder à la démarche en ligne, donc je suis un particulier et je veux accéder à la démarche en ligne, ça renvoie directement sur Via Trajectoire. Donc voilà, donc il y a vraiment un seul espace pour faire des demandes, c'est Via Trajectoire. Si je veux accéder à l'espace particulier, je peux le faire directement par ici. Enfin, en tout cas, quand Marceline et son entourage ont été faire le dossier, donc c'est par là qu'ils sont passés, particulier, personne âgée. Il y a 6 étapes pour créer son dossier. Donc on crée le dossier, on valide son adresse mail, on complète le volet administratif, on déclare son médecin traitant, on fait remplir le volet médical par son médecin traitant et on finalise et on lance les recherches. On envoie des demandes également. Donc créer un dossier, ça c'est vraiment voilà, c'est très administratif, hein, on suit toutes les étapes. De toute façon, l'outil guide l'utilisateur. Toutes les informations qui doivent être remplies. Hop. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'adresse mail, elle est essentielle, hein. Il faut vraiment avoir une adresse mail pour pouvoir créer un dossier. Donc voilà, donc elle est validée, etc. Donc l'usager va remplir son volet administratif avec les dents. Ensuite, ils vont déclarer le médecin traitant. Donc là, c'est adossé au registre de l'Agence du numérique en santé. Donc on a juste à remplir le nom, le prénom, le code postal du médecin traitant. Ça le trouve. Et donc là, ce qui est bien indiqué ici, c'est que l'usager doit faire remplir son volet médical par le médecin. Il y a une démarche à suivre qui est de prendre rendez-vous auprès du médecin traitant pour qu'il puisse remplir le volet médical et que lors du rendez-vous, il faut bien lui faire remplir le volet médical et la partie autonomie du dossier. Et on peut télécharger des instructions pour les médecins qui ne sont pas encore sur Via Trajectoire. Voilà. Et donc, une fois que tout ça s'est passé, on va terminer l'inscription et on va pouvoir, enfin, l'usager va pouvoir commencer à rechercher des établissements.
Donc là, on a une recherche multicritère où effectivement on est obligé de mettre une ville et ensuite on peut choisir la distance, mais on peut filtrer sur plein d'autres critères, dont notamment le type d'hébergement, ça dépend ce que je cherche, la tarification également, l'affiliation et puis les prestations. Les prestations ici, c'est ce que vous avez écrit dans votre fiche établissement. Donc, si par exemple Marceline, elle veut rentrer en établissement, mais elle a un petit chien ou un petit chat, et voilà, elle va chercher une structure qui accepte les animaux d'aidants ou les animaux de compagnie. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez cocher directement dans les prestations de confort. Et donc, si par exemple Marceline, elle a coché cette prestation de confort et qu'elle va lancer sa recherche, elle ne va trouver que les établissements qui ont coché cette prestation de confort dans leur fiche établissement, dans leur offre dans leur offre d'hébergement. On peut trier en fonction du nom d'établissement, de la proximité, etc. Et de ses besoins médicaux. Et donc après, on peut sélectionner les établissements et les contacter. Donc là, c'est pour envoyer une demande. Et ensuite, on peut consulter les réponses en ligne directement de tous les établissements du coup que j'ai contactés. On peut annuler les demandes, voilà. Voilà, à chaque fois qu'on dit non, on a un motif. Là, c'est l'admission proposée. Je voulais juste vous montrer du coup. Là, typiquement, c'est côté particulier quand vous avez proposé une proposition d'admission et que la personne elle a le choix entre accepter la proposition ou la refuser. Si elle l'accepte, ici, on voit qu'elle peut maintenir ses autres demandes. Et donc, elle a juste à cocher ici. Voilà, c'est la même chose que vous avez vu, mais côté receveur, mais côté particulier. Je suis passée très vite sur l'espace particulier, il ne faudra pas hésiter si vous avez des questions juste après. Et donc là, on vous a mis les liens et les coordonnées utiles. Donc effectivement, en cas de problème sur l'utilisation de Via Trajectoire, comme je vous l'indiquais en début, vous pouvez contacter vos référents, qui sont des super utilisateurs de Via Trajectoire. Vous trouvez la liste de vos référents dans Administration et rubrique Mes référents. Ou alors, vous pouvez contacter le support technique régional qui est à votre disposition de 8h à 18h du lundi au vendredi par mail ou par téléphone. Ils sont vraiment dédiés à ça. On peut également renvoyer des particuliers vers eux si les particuliers n'arrivent pas à remplir leur demande ou voilà, qu'il y a un souci. Il ne faut pas hésiter à renvoyer vers le support technique voilà, qui rappelle et qui guide les particuliers. Pour toute demande d'évolution, vous pouvez nous contacter, nous, l'adresse projet, via trajectoire@isanté-paydelavoirs.fr. Et si vous avez des questions sur la synchronisation de l'offre avec Via Trajectoire et le ROR, le répertoire opérationnel des ressources, j'en ai pas parlé, je pense que vous connaissez certainement, mais vous êtes a priori tous, enfin, toutes vos offres sont synchronisées. Donc, il y a des éléments qu'on ne peut pas modifier dans Via Trajectoire directement, mais il faut passer par le ROR. Et donc, pour ça, il faut avoir des comptes spécifiques ROR. Typiquement, le numéro de téléphone ou l'adresse mail de la direction, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut aller modifier directement dans le ROR. Et ça ne peut pas être modifié dans Via Trajectoire. Donc, si vous n'avez pas de compte, il faut contacter du coup nos collègues du ROR, juste ici, ou par téléphone si vous souhaitez. Ici, on vous a mis les ressources documentaires. Donc, c'est ce que vous a mis Lucie dans le chat. Mais là, vous les avez sur le support. Donc, c'est un lien qui va directement vers nos sites. On a des guides utilisateurs, des guides de formation, des tutoriels vidéo. Et sinon, si vous souhaitez vous inscrire à d'autres formations, donc là pour le module grand âge, on arrive presque à la fin pour ce second semestre. On va avoir un prochain atelier sur le guichet unique d'admission en décembre, mais sinon ce sera plutôt pour l'année prochaine, les formations, et on garde le même lien. Donc il ne faudra pas hésiter début d'année prochaine, voilà, si vous souhaitez inscrire des collaborateurs ou si vous souhaitez resuivre cette formation, à aller directement sur ce lien. Et voilà, j'en ai terminé pour. Je suis désolée, je suis pile poil dans le timing. Mais si vous avez des questions, on peut rester 5 minutes de plus. Mais en tout cas, merci
d'avoir participé à cette formation. J'espère que c'était assez clair. 1 heure et demie, ça passe assez vite. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas du coup à nous les poser. Enfin, moi, je peux rester 5 minutes de plus que 10 minutes de plus, donc c'est comme vous souhaitez. Et puis, je vous envoie le support par mail, il n'y a pas de souci. Et je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui n'ont pas de questions. J'espère que la formation s'est bien passée. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez plus de questions, je reste encore un petit peu. Et je vous remercie pour votre attention. Merci à tous, à bientôt. Ah, on a une question. Ouais. Si le médecin refuse de remplir son volet médical car réfractaire à l'informatique, comment faire? Effectivement, on peut avoir certains médecins réfractaires à l'informatique et même non informatisés. Bon, Mm. c'est très peu, heureusement. Dans ce cas-là, tout dépend. Si il est réfractaire mais informatisé, vous pouvez transmettre les coordonnées du support technique régional, puisque le support technique régional s'adresse à tous les professionnels utilisateurs et aux particuliers, donc professionnels dont les médecins de ville. Et le support technique peut aider à la prise en main de l'outil, notamment sur la première connexion. C'est parfois là où les médecins vont avoir des difficultés. Donc, si c'est un souci de connexion ou voilà, un souci technique, il y a le support technique régional. Vous pouvez également passer par le support technique régional ou l'usager pour indiquer que vous avez des médecins réfractaires au niveau de votre territoire. Ça permettra notamment aux acteurs du territoire et notamment à l'Agence régionale de santé de faire le lien avec le médecin pour connaître la raison de son refus d'utiliser cet outil dématérialisé. Et si le médecin à l'extrême n'est pas du tout informatisé. Heureusement, c'est très peu de médecins qui sont concernés, mais il y en a quand même. Là, dans ce cas-là, il n'aura pas d'autre choix que de transmettre compléter le dossier médical de façon papier. Et donc, ça sera le même processus que c'était pour le papier, c'est-à-dire que l'usager devra transmettre ce dossier médical papier aux établissements sollicités, puisque l'usager n'a pas enfin, il a la possibilité, l'usager, d'ajouter des pièces jointes au niveau de son espace, mais uniquement d'ajouter des pièces jointes non médicales. Mm. À noter également, autre précision, peuvent compléter le dossier médical de l'usager le médecin traitant ou un autre médecin désigné ou un médecin hospitalier. Donc, si la personne, elle a, je dis n'importe quoi, une consultation mémoire à l'hôpital ou elle fait un passage à l'hôpital, le médecin hospitalier va pouvoir compléter, lui, de son côté, le dossier médical. Ça répond du coup à votre question? Ok, super. Merci Lucie.